Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité de la semaine ou Guest of the Week, le rendez-vous hebdomadaire de Ranet Plus. Alors chaque semaine, nous revenons sur un thème de l'actualité européenne avec une personnalité politique des institutions. Aujourd'hui, nous reparlons budget européen pour les 7 prochaines années à venir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir le président de la commission des budgets du Parlement européen et ancien ministre français des Affaires européennes, monsieur Alain Lamassoure. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur notre plateau. À côté de moi également, j'ai le plaisir de vous présenter Jean-Michel Boss, que vous connaissez probablement, qui est le rédacteur en chef de Ranet Plus et qui posera 2 ou 3 questions durant l'entretien. Bonjour Monsieur Lamassoure, bonjour Laetitia. Bonjour, merci de votre invitation. Alors le budget européen, c'est-à-dire 960 milliards d'euros, plus de flexibilité dans les crédits, une clause de révision qui est prévue en 2016, un mode de changement, un changement dans le financement européen. On peut dire que vous avez eu presque tout ce que vous voulez, mais ce budget est toujours en baisse. Est-ce que cela vous agace ? On a eu ce qu'on voulait, sauf argent. En matière budgétaire, c'est ennuyeux. En effet. Vous avez dit 960 milliards d'euros. Non. Le budget européen, il est de l'ordre de 140 milliards d'euros par an, c'est-à-dire 1%, un tout petit pourcent de toute la production européenne, du produit intérieur brut. Il est encadré par un accord qui porte sur 7 ans. Et 140 sur 7 ans, ça fait en gros, effectivement, 960 milliards d'euros. C'est une bonne chose parce qu'au prix d'une négociation fatalement très difficile, qui exige d'ailleurs un accord des 28 gouvernements unanimes et du Parlement européen, une fois qu'on s'est mis d'accord, on a la garantie que, quels que soient les aléas de la conjoncture, on va pouvoir financer les politiques communautaires pendant 7 ans. Malheureusement, comme le budget européen, pour l'instant, est financé essentiellement par les budgets nationaux, que les budgets nationaux sont ruinés, que chacun veut faire des économies partout, l'unanimité des 28 présidents de la République et chefs de gouvernement n'a pu être trouvée que sur un budget européen en baisse. Baisser le budget européen pendant 7 ans, le Parlement européen ne pouvait pas l'accepter, et donc en contrepartie, nous avons obtenu que le dossier soit rouvert au bout de 2 ans et demi, après les prochaines élections européennes, et à un moment où on peut espérer que la croissance économique sera repartie et rapportera des ressources, et nous avons obtenu, enfin, qu'on commence à mettre en œuvre une réforme complète du financement du budget européen pour remplacer les contributions des budgets nationaux, qui n'en peuvent plus, par d'authentiques ressources propres qui alimenteraient directement le budget européen. Nous allons mettre en place le processus maintenant. La question des ressources propres, on va y revenir, mais 1% du PIB, on n'a pas l'effet de levier suffisant, c'est pas assez d'argent. Si on compare, pour un budget fédéral, si on compare avec les situations des États-Unis par exemple. C'est évident. Et donc en fait, l'effet de levier de soutien de l'activité économique dont nous avons besoin en ce moment, il ne peut être obtenu que par les budgets nationaux, et notamment dans les pays qui ont des marges de manœuvre. L'Allemagne en a, la France n'en a plus. Avec 1%, qu'est-ce que nous en faisons ? Un gros tiers sert à financer la politique agricole. Toute la politique agricole dans nos États membres est financée entièrement par le budget européen, pour des raisons historiques, ça a été la première politique commune. Un autre gros tiers sert à financer la solidarité entre les régions, et notamment le rattrapage des régions pauvres par rapport aux régions plus riches de l'Union européenne et des pays plus pauvres par rapport aux pays plus riches, donc de l'Europe de l'Est, l'Europe méditerranéenne par rapport à l'Europe de l'Ouest et à l'Europe du Nord. Et il reste un dernier tiers pour les relations extérieures, environ 10 milliards d'euros par an, et pour les politiques plus innovantes en matière de recherche, en matière d'innovation, en matière d'énergie renouvelable, en matière de grandes infrastructures de transport comme des réseaux de TGV européens. Et évidemment, ce dont nous avons besoin, c'est de gonfler davantage cette partie-là du budget. Nous n'avons pu le faire pour les années qui viennent qu'en prélevant sur la politique agricole et sur la politique régionale, mais c'est la politique ce qu'on appelle en France du sapeur camembert. On bouche un trou en creusant un autre. Nous avons besoin de
plus de ressources pour financer les politiques européennes. Et alors un autre point important aussi, c'est le chômage des jeunes. Donc 8 milliards sont à dépenser entre 2014 et 2016, donc c'est les 2 premières années. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus rien ou... Alors, le Parlement européen, là-dessus, a veillé à compléter la décision du Conseil européen. Le Conseil européen avait décidé de consacrer 6 milliards, qui sont devenus 8 milliards, à l'aide à l'emploi des jeunes sur les années 2014-2015. Malheureusement, le problème ne sera pas réglé en 2016. Et donc, dans notre accord sur les 7 années à venir, le Parlement a complété de façon à ce que le même niveau budgétaire soit disponible pendant la période de 7 ans. Mais donc, il faut bien voir en à nouveau 8 même milliards temps. en plus. C'est-à-dire que, non, on maintiendra 8 milliards pour 2 années, ça veut dire un rythme de 4 milliards par an. Nous sommes assurés que ce rythme pourra être maintenu jusqu'en 2020. Mais en même temps, il faut bien voir que par rapport aux millions de jeunes qui sont au chômage aujourd'hui, ces sommes sont très faibles. Et vous dites ridicule, je n'ose pas le dire, je n'ose pas le dire. Et donc, il y a une certaine imposture de la part du Conseil européen, de nos grands chefs, de se réunir à Bruxelles, de dire voilà, on a mis 8 milliards sur la table, ça va régler tout le problème du chômage des jeunes. Non, ça n'est que marginal. Et si on veut véritablement s'attaquer au chômage des jeunes à l'échelle de l'Europe, avec des moyens qui soient à l'échelle européenne, on a besoin de ressources européennes, on a besoin d'un budget européen sensiblement plus élevé. Bon, cela dit, les États membres disent, mais ce sont des compétences nationales, nous, la lutte contre le chômage, on s'en occupe, on n'a pas besoin de l'Europe. Certains disent ça. Oui, mais alors à ce moment-là, qu'ils ne disent pas qu'ils vont le régler avec 6 ou 8 milliards au niveau européen. Il y a une contradiction permanente. Il y a une contradiction permanente et je suis inquiet de constater le décalage, qui devient un gouffre, qui s'accroît, qui s'approfondit année après année, entre les annonces mirobolantes des grands chefs du Conseil européen, du sommet européen. Il n'y a qu'à Faucon. Il n'y a qu'à Faucon. Et on a décidé, il y a un an, sur la proposition du président français Hollande, ça a été un pacte de croissance, on va y consacrer 120 milliards. Et bien, un an après, on n'a pas vu un seul euro de ces 120 milliards. C'était en fait une redistribution dans des budgets qui existaient. Maintenant, l'annonce, c'est avec 8 milliards d'euros, on va régler en 2 ans le problème du chômage des jeunes. C'est une fumisterie. J'ajoute que cet engagement est rendu encore moins crédible par le fait que les grands chefs décident ça et après les ministres du budget n'en tiennent aucun compte. Les ministres du budget ont adopté le projet de budget qui va être maintenant soumis au Parlement pour 2014, et dans le projet de budget 2014 qu'avait préparé la Commission européenne, ils ont sabré les crédits qui étaient prévus pour l'initiative des jeunes, pour la recherche, pour Erasmus pour tous, pour l'aide aux PME, sur lesquels nous nous étions mis d'accord avec le Conseil européen. On ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Alors, quels sont devenus donc, ces 120 milliards d'euros? Ils sont où? Est-ce qu'on va redécider? Est-ce qu'on va remettre? Bruxelles attend un petit peu des explications par rapport à ces 120 milliards d'euros. Ben, c'est à vous, les journalistes, d'interroger, de harceler les membres du Conseil européen. Où est passé cet argent? C'est un argent fictif. Ce sont des décisions fictives. Et il faut que nous sortions de ce système dans lequel les sommets européens font des annonces fracassantes qui ne sont suivies après d'aucun effet. Oui, la Commission a demandé d'ailleurs une étude d'impact pour voir quels sont les progrès dans la mise en œuvre de ce pacte. En général, quand on demande une étude d'impact, c'est que ça se présente plutôt mal. J'aimerais vous poser une question, revenir sur la question importante des ressources propres, c'est-à-dire de l'argent qui irait directement dans les poches de l'Europe et non pas en passant par la bienveillance des États membres. C'est un vieux serpent de mer, on en parle depuis longtemps, des ressources budgétaires qui viendraient directement dans la poche de l'Europe. Moi, il y a une question qui m'intéresse, parce que sur le principe, on est à peu près tous d'accord, mais franchement, je ne vois pas comment l'Europe, qui est déjà impopulaire auprès des opinions publiques, c'est vrai que ce n'est pas une bonne période, comment on pourrait dire, ben voilà, on va instaurer un impôt européen, ça va résoudre nos problèmes. Les contribuables payent déjà la politique européenne, mais ils la payent sans le savoir. La TVA. À travers les budgets nationaux. Aujourd'hui, le budget européen est financé pour 10% par les droits de douane,
qui sont directement affectés au budget communautaire et pour 80% par des contributions des budgets nationaux. Donc aujourd'hui, vous êtes contribuable dans votre pays, en fait, vous payez le budget européen sans savoir combien vous payez, sans savoir comment vous payez. Ce que nous proposons, ce n'est pas de rajouter des impôts à la pression fiscale existant déjà dans les États membres. Ce que nous disons tout simplement, c'est à partir du moment où les 28 États membres décident, on l'a fait dans le traité de Lisbonne, on le fait à l'occasion de Conseil européen régulier, de transférer à l'Union européenne des compétences qui sont aujourd'hui des compétences nationales, il faut transférer aussi les moyens financiers correspondants. 1 euro bien dépensé à Bruxelles permet d'économiser plusieurs euros dans les capitales nationales. À la limite, quand nous créons une agence européenne pour remplacer l'administration nationale, une seule agence européenne en matière de sécurité aérienne, ou de sécurité maritime, ou de sécurité ferroviaire, une agence européenne de la sécurité alimentaire. Ces agences devraient remplacer les administrations nationales et donc à la limite, 1 euro de plus dépensé à Bruxelles permet d'économiser 28 euros dans les États membres. Quelle est la réflexion aujourd'hui? Est-ce qu'on va vers l'hypothèse de créer non pas un impôt supplémentaire mais un impôt qui serait géré par Bruxelles? Quelles sont les pistes qui sont suivies? Alors, il faut savoir, premièrement, que ce principe, les politiques européennes sont financées par des ressources fiscales affectées à l'Union européenne, n'a rien de nouveau, il figure dans le traité depuis le premier jour, depuis le pacte charbon-acier de 1950, depuis le traité de Rome de 1957, et a fonctionné comme ça jusqu'à il y a 15 ans. Et tout le monde avait accepté, y compris les Anglais, y compris Mme Thatcher. Mais la part des ressources propres n'a fait que décroître depuis le... Et alors là-dessus, ce qui s'est passé, c'est que pour des raisons diverses, la part des ressources propres a complètement diminué, et aujourd'hui, nous avons renversé le système, nous sommes dans un financement par des contributions nationales. Donc l'idée, c'est, nous allons affecter des ressources propres directement au budget européen. Ça sera décidé par accord entre les 28 ministres du budget et le Parlement européen. Donc on ne décide pas les États, les ministres du budget auront le pouvoir de décision avec le Parlement européen. Et en contrepartie, on peut réduire d'autant la fiscalité nationale, puisque c'est des politiques qui désormais seront décidées à Bruxelles et ne seront plus décidées au niveau européen. Quand on a créé, j'évoquais tout à l'heure la politique agricole commune, on a transféré la totalité de la responsabilité de la politique agricole à Bruxelles, et le financement est entièrement à Bruxelles. Mais du coup, on a soulagé d'autant les budgets nationaux. C'est ce qu'il faut faire maintenant sur un certain nombre de politiques environnementales, de politiques de recherche, de politiques énergétiques, de politiques étrangères et de sécurité commune. Il y a maintenant de plus en plus de relations extérieures qui sont assurées par l'Union européenne. On peut diminuer d'autant nos budgets administratifs. Donc vous y croyez? Vous croyez à la bonne volonté des ministres européens des budgets à aller dans cette direction? Pas du tout. Les ministres du budget sont tous contre. Par contre, je crois aux décisions politiques prises par leurs chefs, les chefs d'État et de gouvernement, qui ont accepté, sur l'insistance du Parlement, qui en a fait une condition sine qua non pour l'accord sur le cadre budgétaire des 7 ans à venir, de lancer une procédure de révision complète du financement du budget européen, avec une procédure et des échéances. Nous allons mettre en place dans les semaines qui viennent, d'ici fin octobre ou plus tard en novembre, ce qu'on appelle un groupe à haut niveau, avec des représentants des 3 institutions, qui va remettre le dossier à plat, qui est chargé de donner de premières conclusions dans 1 an, fin 2014, à un moment où le nouveau Parlement aura été élu, la nouvelle Commission ne sera pas encore en place, ce qui veut dire que le premier gros dossier que la nouvelle Commission trouvera sur la table, c'est celui-là. Donc ça, c'est pas une manière d'étouffer le dossier, c'est pas en donnant un groupe d'experts. Non, parce qu'on lance quelque chose. On aura le temps d'en parler. C'est pas une voie de garage, c'est pas une commission pour enterrer, c'est le lancement d'un processus. Toutes les grandes initiatives européennes ont commencé comme ça. Donc, premier temps, groupe à haut niveau, conclusion provisoire dans 1 an. Conclusion définitive dans 2 ans. Ces conclusions définitives seront soumises, deuxième phase du processus, à une convention budgétaire. J'emploie le mot convention, pourquoi? Parce que c'est une assemblée qui sera constituée, comme l'avait été il y a 10 ans la Convention européenne présidée par Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président français, qui avait élaboré le projet de traité qui est devenu aujourd'hui tout à fait bien passé. Le traité, il s'est remarquablement passé. Ça a duré. Il s'est remarquablement... le processus a duré parce qu'il fallait un traité nouveau. Là, nous n'avons pas besoin d'un traité nouveau. On l'espère. Mais l'intérêt du processus, c'est qu'étaient rassemblés à la fois des représentants des 3 institutions européennes et de tous les parlements nationaux. Donc cette mini-convention examinera les propositions du groupe à haut niveau. Elle aboutira à des conclusions qui seront prises en compte en 2016, donc très vite, dans 2 ans et demi,
pour la révision du cadre des 7 ans à venir. Et donc, nous avons l'espoir que nous pourrons, en 2016, repartir sur des bases nouvelles. D'ici là, la croissance économique sera revenue, les États seront dans une situation moins difficile, nous pourrons trouver plus facilement des ressources nouvelles et nous pourrons avoir un accord politique pour commencer à soulager les budgets nationaux du financement du budget européen, libérer le budget européen de la contrainte des ministres du budget nationaux et fonctionner avec de nouvelles ressources. Alors, qu'est-ce que seront ces nouvelles ressources ? Il y a un projet de taxe sur les transactions financières sur lequel on travaille, ça peut être une taxe carbone, ça peut être une utilisation différente de la TVA, ça peut être une utilisation des bénéfices considérables que fait la Banque Centrale Européenne. Il y a beaucoup d'idées qui sont sur la table. Mais ce que les auditeurs doivent retenir, c'est qu'il ne s'agit pas d'empiler les impôts et d'accroître encore une pression fiscale qui devient excessive dans beaucoup de pays. Il s'agit de transférer. Là où la décision politique est prise, le financement doit être décidé et l'autorité qui a pris la décision doit être, le moment venu, responsable devant les citoyens. J'aimerais qu'on termine brièvement sur une situation qui est l'attitude des États membres, on l'a déjà évoqué, très ambiguë entre ceux qui réclament toujours une baisse des budgets, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suède, etc. Et puis ceux qui refusent de renoncer par ailleurs à leurs rabais. Il n'y a pas que le Royaume-Uni, il y a aussi l'Allemagne, les Pays-Bas qui ont aussi des rabais. Finalement, c'est complètement contradictoire. Oui, c'est contradictoire, c'est plein de mauvaise foi. Et ça restera comme ça tant que le système de financement est ce qu'il est. C'est-à-dire que Mme Thatcher avait obtenu que les Anglais financent moins que ce qu'ils devraient apporter compte tenu de leur richesse nationale, de leur produit intérieur brut. Mais après, l'Allemagne, la Suède, les Pays-Bas, l'Autriche, maintenant le Danemark se sont engagés dans ce système, ce qui fait que le budget européen est financé par les budgets nationaux, mais de manière dégressive. C'est-à-dire que ce sont les pays les plus riches qui, paradoxalement, cotisent le moins. Ce système est indéfendable, il est scandaleux, il faut le supprimer et revenir à ce qui a fonctionné pendant 30 ans, budget européen financé par des ressources propres. Et au moment des élections européennes, ceux qui ont voté cette fiscalité européenne, ceux qui l'ont proposé, le président de la Commission européenne, ceux qui l'ont voté, les députés européens, auront des comptes à rendre à leurs électeurs contribuables. Si les électeurs estiment qu'ils ne l'ont pas eu pour leur argent, eh bien nous serons tous renvoyés chez nous. Si les électeurs sont satisfaits de la manière dont on a utilisé l'argent, ils nous réliront. Ça s'appelle la démocratie. Alors malheureusement, nous allons devoir en rester là, mais une petite question, donc en quelques mots, la dernière, qu'est-ce qui vous chagrine encore aujourd'hui? En quelques mots, avant de terminer. Sur quoi? Sur ce budget, justement. Peut-être les attentes un peu trop optimistes aussi du Conseil Ce qui me chagrine le plus, c'est le décalage entre les ambitions et les moyens qu'on met en face. Les moyens sont dérisoires. Les ambitions sont excessives, les moyens sont dérisoires. Et si l'Europe est impopulaire aujourd'hui dans la plupart de nos pays, c'est à cause de ce décalage. Parce que l'Europe, c'est une machine à faire des promesses qu'on ne tient jamais. Et à un moment, les citoyens en ont marre, ils ont raison. Il est urgent pour nous de réduire ce décalage, parce que sinon, le réveil sera brutal. Voilà, on restera sur cela. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous pour un prochain numéro de l'invité de la semaine. À bientôt.